Le grand maréchal disait l'autre jour qu'il était reconnu parmi vous autres au salon de service que je n'étais plus abordable sitôt que j'avais reçu le ministre de la Marine, des moyens qui n'en fut pas ainsi. Il n'avait jamais que de mauvaises nouvelles à me donner. Moi-même, j'ai jeté le manche après la grognée lors du désastre de Trafalgar. Je ne pouvais pas être partout. J'avais trop à faire avec les armées du continent. Longtemps, j'ai rêvé une expédition décisive sur l'Inde, mais j'ai été constamment déjoué. J'envoyais 16 000 soldats sur des vaisseaux de ligne chaque 74, on eut porte 500, ce qui eut demandé 30 vaisseaux. Je leur faisais prendre de l'eau pour 4 mois. On eut renouvelé à l'île de France ou dans tout l'autre endroit habité du désert de l'Afrique, du Brésil ou de la mer des Indes. On eut au besoin fait la conquête de cette eau partout où on eut voulu jeter l'ancre. Arrivé sur le lieu, les oiseaux jetaient les soldats à terre et repartaient aussitôt complétant leur équipage par les sacrifices de 7 ou 8 d'entre eux dont la vétusté avait déjà marqué la condamnation, si bien qu'une escadre anglaise arrivant d'Europe à la suite de la nôtre n'eut plus rien trouvé quant à l'armée abandonnée à elle-même, mise aux mains d'un chef sûr et capable. Elle eut renouvelé les prodiges qui nous étions familiers. Et l'Europe eut appris la conquête de l'Inde comme elle avait appris celle de l'Égypte. J'avais beaucoup quand nous avions commencé ensemble dans la marine. Il avait pour moi, je le crois, toute l'amitié dont il était susceptible. Quant à moi, je lui étais tendrement attaché. C'était une passion malheureuse, répondais-je à ceux qui m'ont plaisanté, ce qui arrivait souvent car son impopularité était extrême. Et j'ai pensé plus d'une fois qu'il s'y complaisait par calcul. J'étais à Sainte-Hélène comme ailleurs, presque toujours seule à la défendre. Oh, je disais à l'empereur que j'avais beaucoup vu décret pendant les séjours à l'île d'Elbe qu'il avait été parfois pour lui. Nous étions parlés alors à cœur ouvert et j'ai lieu de croire que j'étais puis il aurait eu en moi une confiance pleine et entière. À peine votre majesté rentrait aux Tuileries, disais-je, que décret et moi, nous sautions au cou, nous écrions nous le tenons. Ses yeux étaient remplis de larmes. Je lui dois ce témoignage. Tiens, me dit-il encore, tout d'un mot et sa femme présente, tu me prouves en cet instant que j'ai eu des torts avec toi. Et j'ai tant droit les réparations, mais tes anciens titres t'es reprochés aussi naturellement de ceux qui nous quittons aujourd'hui, que je ne doutais pas que tôt ou tard tu ne fusses très bien auprès d'eux, si bien que tu as gêné plus d'une fois peut-être mes expressions et mes vrais sentiments, et vous l'aurez cru, pauvre niais s'écriait l'empereur en riant aux éclats. N'était-ce pas là plutôt l'admirable finesse des coups, une touche peu la bruyère, un vrai trait d'esprit du reste, car s'il lui était arrivé pendant mon absence de laisser échapper quelque drôlerie contre moi, vous voyez que par là il remédiait à tout. Et une fois
pour toutes. Et bien sûr, et je continuais, ce que je viens de dire peut n'être que plaisant, mais voici ce qui est plus essentiel. Au plus fort de la crise de 1814, avant la prise de Paris, décret fut sondé de l'avenir la plus délicate pour conspirer contre votre majesté. Et il se refusa franchement. Décret murmurait facilement et souvent. Il avait une certaine autorité d'expression et de manière. C'était une acquisition à ne pas dédaigner dans une partie. Il se trouva à cette époque des douleurs, faire visite à un personnage fameux et les erreurs des machinations du jeu. Celui-ci qui s'était avancé au-devant des décrets, les ramenant en bâton à sa cheminée. Il prit un livre disant, je disais tout à l'heure quelque chose qui m'a frappé singulièrement. Écoutez, Montesquieu, livre tel, chapitre tel, page telle, quand le prince est élevé au-dessus de toutes les lois qui la tyrannie est devenue insupportable. Il ne reste plus aux opprimés. C'est assez, s'écria Tigray en lui mettant la main sous la bouche. Je n'écoute plus. Fermez vos livres. Votre livre. Et l'autre ferma tranquillement son livre comme si de rien n'était et s'est mis à causer de toute autre chose. Plus tard, un maréchal offrait sa fatale défection, effrayé de ses résultats sur l'opinion et cherchant vainement autour de lui de l'approbation et de l'appui, essayait d'intéresser Décret en quelque chose. Je me suis toujours souvenu, lui disait-il, d'une de nos conversations où vous nous peigniez si énergiquement les mots et les embarras de la patrie. Votre souvenir, la force de vos arguments sont peu beaucoup dans ce qui m'apportait à y remédier. Oui, mon cher, reprit Décret avec une réprobation marquée. Mais vous dites aussi que vous aviez sauté par-dessus les cheval. Et pour apprécier justement ces anecdotes, disais-je à l'empereur, il faut savoir qu'elles m'étaient racontées par Décret lui-même pendant l'absence de votre majesté. Et bien assurément sans les moindres soupçons de votre retour. La conversation avait duré près de 12 heures dans les bains. L'empereur n'a dîné qu'à 9 et il m'a retenu. Nous avons causé de l'école militaire de Paris. Comme je n'en étais sorti qu'un an avant qu'il y arriva, le même officier, le même maître, le même camarade, nous avions été communes. Il trouvait un charme particulier à repasser, ainsi de que venir ce temps de notre enfance, nos occupations, nos espiègleries, nos jeux. Dans ce gaieté, il a demandé un verre de vin de champagne. Ce qu'il fait bien rarement, et sa sobriété est telle qu'il suffit de ce seul verre pour colorer son visage et le porter à parler davantage. On sait qu'il ne passe guère plus d'un quart d'heure ou d'une demi-heure à table. Il y avait plus de 2 heures que nous y étions. Son étonnement était grand en apprenant des marchands qu'il était 11 heures, comme le temps est passé, disait-il avec une espèce de satisfaction que nous puissions voir souvent de pareils moments. Mon cher, m'as-tu dit en me renvoyant, vous me quittez heureux.